Bonjour à tous et toutes. Pour clore cette session consacrée au concept de troubles de neurodéveloppement, je voudrais partager avec vous quelques considérations issues des données de la littérature scientifique sur l'imagerie du cerveau. Comme vous le savez maintenant, la proposition par le DSM-5 d'inclure sous un même terme, celui de TND, des entités, des manifestations aussi diverses et aussi différentes que les troubles du langage, de la coordination, de l'attention et même de la cognition sociale. Cette proposition a été très contestée et l'est encore aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est que si l'on regarde de près la littérature actuelle, il semble qu'on ait des arguments forts et de plus en plus forts en faveur de cette position de regroupement et que cette littérature-là est en train d'apporter de l'eau au moulin, finalement, d'une position contestée du DSM. Alors, en premier, je voudrais rappeler simplement la fréquence respective des différents troubles, du trouble d'apprentissage avec dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, les troubles du langage, dysphasie, les troubles de la coordination, dyspraxie, et de l'attention, TDAH, l'ensemble constituant, vous le savez, ce qu'on a coutume en francophonie d'appeler les troubles 10. Auxquels on rajoutera les troubles du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, l'ensemble constituant ce qu'on appelle effectivement les troubles du neurodéveloppement, TND. Si l'on regarde à présent dans le détail l'incidence respective de chacune des entités au sein des troubles du neurodéveloppement, on s'aperçoit que la somme arithmétique de chacune d'elles va dépasser largement le taux d'incidence attendu pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Et cela traduit tout simplement un phénomène bien connu qui est celui de la comorbidité, à savoir que chacune de ces entités ont tendance à s'associer entre elles chez un même individu, plus souvent que ne le voudrait le hasard. Par exemple, dyslexie, dyscalculie, dyslexie, dysphasie, troubles de l'attention, troubles des coordinations. Ces associations sont bien connues et expliquent finalement que l'incidence de chacune d'entre elles ne s'ajoute pas arithmétiquement de la même manière pour troubles du langage et autisme et déficience intellectuelle. Finalement, on remarquera que le DSM-5 est ici en rupture avec son habituelle impartialité sur les mécanismes et les étiologies. Je rappelle qu'habituellement, dans le DSM-5, il n'y a aucune hypothèse de fait sur les causes ni les étiologies. On se contente de description clinique et de classification. Ici, il propose pour la première fois de regrouper plusieurs entités selon un présumé double mécanisme neuro- et développemental. Il renvoie en cela à une question posée de manière récurrente concernant la co-occurrence de plusieurs troubles. Cette comorbidité pourrait-elle refléter une trajectoire anormale du développement neuronal qui se manifesterait de différentes manières? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme basique commun à toutes ces entités, mais qui se manifesterait de façon différente selon divers facteurs encore non connus? Un début de réponse à cette question a donc été apporté par l'imagerie cérébrale et en particulier les méthodes d'imagerie de la substance blanche qu'on appelle méthode de diffusion, d'imagerie par diffusion, qui, vous avez certainement vu déjà de ces images très colorées. Ce qui est intéressant de noter là, c'est que vous voyez le cortex qui est considéré comme normalement la partie active du cerveau, hein, elle n'est pas présente là-dessus. Elle a été enlevée finalement par cette méthode d'imagerie, par ce calcul d'imagerie, et pour ne laisser voir que des connexions, des fibres, des faisceaux qui unissent des régions corticales les unes aux autres. Et finalement, ce que nous allons voir, et ce que nous apprend cette littérature scientifique, c'est que ce sont précisément ces faisceaux, cette substance blanche, et non pas le cortex lui-même, qui semble être la cible cruciale des mécanismes sous-jacents aux troubles 10 et aux troubles du neurodéveloppement. On peut en effet, grâce à ces méthodes, établir une véritable cartographie de l'ensemble des circuits cérébraux et surtout identifier très précisément chacun de ces circuits. On sait ainsi qu'il y a des circuits spécifiques et parfaitement délimités pour le langage, la lecture, l'écriture, l'attention, etc.
que ces circuits se spécifient et se précisent fonctionnellement au fur et à mesure du développement, et surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ils peuvent dysfonctionner de manière sélective, c'est-à-dire certains circuits dysfonctionneraient de manière constitutionnelle, alors que les autres sont totalement intacts, expliquant les dissociations que l'on observe cliniquement face à ces différentes conditions pathologiques. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe dans la dyslexie, où on a pu démontrer de façon à présent hautement convergente l'altération de plusieurs faisceaux qu'on voit sur ces figures, dont un en particulier, appelé le faisceau arqué, qui est ici marqué en rose, qui unit les régions postérieures sensorielles aux régions antérieures motrices, et qui est très impliqué, on le sait, dans le langage oral et dans la lecture également. Chez les dyslexiques, de fait, ce faisceau arqué a été démontré comme étant moins bien développé, moins bien organisé, et probablement une sorte de signature de la problématique. C'est ainsi que plus d'une quinzaine maintenant de travaux indépendants ont montré cette anomalie du faisceau arqué dans la dyslexie. En outre, ils ont également démontré que cette anomalie est présente avant l'âge d'apparition de la lecture, ce qui prouve son origine génétique et non pas la conséquence d'un défaut d'expérience en lecture. Et enfin, qu'une partie de ce faisceau va même jusqu'à prédire les capacités d'acquisition de la lecture, à savoir qu'elle est proportionnelle à l'intensité du trouble dyslexique. Enfin, fait intéressant, quelques semaines d'entraînement intensif à la lecture et à la phonologie suffisent pour modifier significativement la constitution de ce faisceau dans le sens d'une meilleure organisation de ses fibres. Alors, qu'en est-il à présent des autres TND? Eh bien, on peut tout à fait extrapoler aux autres TND les données obtenues dans la dyslexie. Par exemple, dans la dyscalculie, des circuits reliant les aires du langage dans l'hémisphère gauche au cortex des deux lobes pariétaux, qui contiennent, on le sait, la forme abstraite des nombres, ce qu'on appelle le sens du nombre, ont été, par ces mêmes méthodes d'imagerie, retrouvés altérés donc, chez les enfants et les adultes dyscalculiques. Dans la dysgraphie, ce sont plusieurs faisceaux de connexion entre le cortex préfrontal et les ganglions de la base, de même qu'entre les deux régions frontales droite et gauche, qui ont été retrouvées anormales. Dans le TDAH, il existe même des évidences que chacun des trois principaux symptômes que l'on connaît, l'agitation, l'impulsivité, l'inattention, repose sur la mise en place défectueuse de connexion entre le cortex frontal et les ganglions de la base. Enfin, dans l'autisme, il a également été retrouvé un défaut de connectivité entre les zones sensorielles, visuelles et auditives, et d'autre part les zones du système émotionnel, ce qu'on appelle le système limbique. Au terme d'une revue complète sur ce sujet, les auteurs de ce travail concluent que l'altération du développement de la connectivité limbique, c'est-à-dire les liens entre le cortex sensoriel, visuel et auditif, et le cortex émotionnel, le cortex limbique, cette connectivité limbique pourrait représenter le substrat contribuant aux troubles de la cognition sociale dans l'autisme. Pour résumer, il existe donc une continuité du plus simple, entre guillemets, si on peut considérer comme simple la dyslexie, jusqu'au plus complexe, l'autisme, suggérant de considérer les troubles spécifiques d'apprentissage, et au premier chef la dyslexie, comme un véritable modèle éthiopathogénique de TND, incitant donc à considérer tous les TND comme la conséquence d'un défaut de développement, sans doute très précoce, avec certainement une composante génétique de certains circuits spécifiques du cerveau. Ce qui différerait entre eux, ça serait la topographie anatomique de ces circuits dans le cerveau. Ce ne sont pas les mêmes qui sous-tendent la dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie, etc. Mais le principe éthiopathogénique de base reposerait sur une mauvaise mise en place de ces connexions de substances blanches. En appui et
comme application de cette idée que les TND relèveraient d'un défaut de connectivité entre des régions cérébrales distantes, je vous présente ici une étude canadienne ayant utilisé un entraînement musical intensif pour restaurer les connexions déficientes entre le système sensoriel et le système émotionnel de ces enfants. Plus précisément, après quelques semaines d'entraînement de ce type, les enfants autistes amélioraient significativement à la fois leurs compétences de communication et d'interaction sociale, et parallèlement la qualité des connexions sensorilimbiques mesurables sur les IRM. Dans notre groupe à Marseille, nous explorons la capacité d'un entraînement de ce type, musical et rythmique, avec une composante de danse rythmique qui semble particulièrement cruciale, à renforcer la structuration des faisceaux de substances blanches à travers la mise au point d'un protocole rééducatif qui s'appelle Mélodis, qui repose sur des exercices d'intégration multimodale, tous basés sur la musique et le rythme, avec des résultats cliniques qui sont encourageants et qui commencent à être convergents, y compris du point de vue neurophysiologique. Alors, pour conclure, je dirais que l'altération de la connectivité sous-tendue par les grands faisceaux de substances blanches est sans doute le marqueur morphologique le plus robuste et le plus fiable des symptômes individuels de TND. Qu'il y ait ou non un lien causal entre ces caractéristiques anatomiques et les symptômes observés, ce qui n'est pas de toute façon le point principal. En tout état de cause, la fréquence des comorbidités au sein des TND incite fortement à aller chercher de nouvelles thérapies qui soient communes à plusieurs conditions pathologiques, par exemple des interventions visant des effets multisystèmes comme la musique ou la danse-thérapie. Cela n'impliquant en aucune manière de remettre en question la spécificité, bien entendu, des différents troubles, puisqu'ils procèdent de dysfonctionnements de régions différentes du cerveau. Également, le fait d'utiliser des techniques thérapeutiques transversales, finalement, n'exclut en rien l'utilisation des techniques classiques de rééducation pour chaque type de trouble, mais vient plutôt en complément de ces rééducations classiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.